Oui, allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, Comment allez-vous? monsieur l'éclaireur. Oui, comment ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Et la famille? Ok. Je salue tout le monde Merci beaucoup. sur la page qui suit le direct Mhm, éclaireur pro vérité. mhm. Du coup, moi, j'ai juste une seule question. J'aimerais que vous me répondiez à ma question après, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est celle de le monsieur qui se mettait devant les victimes. Mhm, Moi, je ne comprends pas ces jeux, quoi. mhm, mhm. Ok. Est-ce qu'il était sincère en se mettant devant des victimes qui croyaient en lui? Mhm, Parce que j'ai vu l'une de ses photos avec Simone. J'ai trouvé en lui c'est quelqu'un qui n'était pas sincère. Il n'est pas sincère. C'est ce genre de personnes qui nous fait mhm, la politique, même si quelqu'un est vrai, là où on s'en va, chacun se méfie maintenant. mhm. Après, papa, moi, je ne vois pas à qui que ce soit que je peux lui faire confiance. Mhm. Parce que les personnes dignes des paroles et dignes de ces actes sont là maintenant, quoi. Mhm. C'est ce que je vois, le monsieur, si vous pouvez m'expliquer un peu, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est cher ça frère, que j'avais à il n'y dire. a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour la question que tu as posée. Moi-même, je m'attendais à quelqu'un qui allait poser la question. Et vraiment, merci d'avoir posé la question. Parce que il y a une organisation des droits de l'homme qu'on appelle l'OIDH, Organisation ivoirienne des droits de l'homme. C'est eux qui ont organisé un thème. Ils disent le procès de Gbagbo et puis de Blé Goudé à la haie là. Quelles leçons les populations peuvent tirer? Ça veut dire tout ce qui s'est passé à la haie là. Nous, la population là, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Quelles sont les leçons qu'on va avoir? Ah oui. Okay. Maintenant, durant cette séance-là, si on invitait un seul côté et qu'on n'invitait pas un côté, eux-mêmes, ils allaient perdre en choses, comment je dirais, ils allaient perdre en crédibilité, on n'allait pas les faire confiance. S'ils avaient invité les pro-Gbagbo, nous, les gens du RHDP, on allait dire, c'est pas une organisation sérieuse, pourquoi ils n'ont pas invité le RHDP? S'ils avaient invité aussi le RHDP sans inviter les autres, ça serait la même chose. Et je ne défends pas l'organisation en question, mais elle s'est dit quoi? Si déjà on a Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le FPI qui était géré avec Simone et autres, et puis on a aussi, il y avait plusieurs personnes. Mais ce que beaucoup d'hommes ont vu, c'est l'attitude de Diaby avec Madame Simone Eivé. Et ça a choqué beaucoup de nos militants. Et il y a quelque chose que vous êtes en train de dire qui est très vrai. S'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens savent faire, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Quand tu regardes Simone Gbagbo, qui aujourd'hui, pour régler ses comptes avec Laurent Gbagbo, donne l'impression que elle a été victime de Laurent Gbagbo. Alors que Laurent Gbagbo, pour certains, ce qu'on nous dit, c'est Simone Gbagbo, pour ce que même ses partisans disent que c'est Simone qui faisait Gbagbo. Si c'est vrai que c'est Simone qui faisait Gbagbo, donc c'est Simone qui a pensé et qui nous a amené à la guerre. Et aujourd'hui, sincèrement, comme vous l'avez dit, venir retrouver le président des victimes avec elle, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque de toutes les façons, nous cherchons la voie de la justice. Mais effectivement, ça fait beaucoup peur en Côte d'Ivoire. Et nous n'accusons pas du tout M. Diaby. Mais nous lui disons de rester droit dans ses bottes de défenseur des droits des victimes. Parce que s'il s'amuse à copiner, ce que Simone lui a dit là, c'est une parole à double tranchant. Quand lui a dit comme ça qu'une rébellion, ça se mate et autres, je me suis demandé si M. Diaby était sérieux dans ce qu'il disait. Parce que la rébellion qu'il est en train de dire de mater là, c'est cette rébellion-là qui a fait que lui aujourd'hui est le président des victimes. Si cette rébellion avait été matée là, lui il serait dans le cimetière, lui il serait dans une tombe. Ça, il faut qu'on dise ça aussi à M. Diaby. Je ne sais pas, je ne l'accuse pas, hein. Mais s'il trouve que lui, il est trop faible, quand il a vu Simone, il est devenu faible et puis là, il s'est trompé de paradigme,
on lui dit de se ressaisir rapidement. Parce que beaucoup de personnes ont dit que ce n'était pas quelqu'un de sérieux. Beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses sur lui. Et je ne pense pas que ça sera l'occasion de prouver que ces gens-là ont raison. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait. Mais les propos qu'il a donnés, quand on analyse, on a l'impression qu'il est devenu petit devant Simone. Et il a commencé à perdre le sens de la réalité. Et dire que non, si la rébellion avait été matée, écrasée, et qu'eux ne seraient pas là pour demander les victimes, j'ai dit qu'effectivement c'est la vérité. Parce que les gens seraient morts par milliers. Et effectivement, il n'y aurait personne pour venir demander ça. Mais c'est parce qu'il y avait des garçons en face qui un jour se sont levés pour dire qu'on ne va plus accepter qu'on tue une partie de la population à cause de son origine. C'est ça la vraie raison de la rébellion, chers frères. Tout ce que les gens vont te dire, lorsque IB a fait la rébellion, quel est le premier mot qu'il a dit? Parce que les gens parlent, mais ils ne savent pas qu'on peut les prendre avec 2-3 mots. Quelle était la première raison qui a fait que quand IB et son groupe sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, à cause de notre origine... Pour ne pas mentir, moi je vous écoute. Voilà. Ils disent, à cause de leur origine, qui est la provenance du nord de la Côte d'Ivoire, eux, ils étaient traqués dans l'armée. Ça, c'est en tant que militaire, c'est ce qu'ils ont dit. Mais la population civile vivait la même chose. Depuis 1994, si vous êtes peut-être un peu avancé en âge, qui ne se souvient pas... 90. Voilà, qui ne se souvient pas... Ok, alors là, c'est que vous ne pouvez pas connaître. Sinon, quand les gens, les musulmans quittaient dans les mosquées, là, à la fin, les vendredis ou bien les soirs, les policiers et les gendarmes d'Abidjan, sous le régime de Gbagbo, on partait les prendre pour les humilier, pour montrer qu'ils ne sont rien dans ce pays-là. On les attachait, on attache les boubous. Toi, on prend ton boubou, on attache à Poumon, on nous attache. Maintenant, si on nous a pris à Yopougon, ils savent très bien. Mais pour blesser les gens dans leur dignité, ils vont aller tourner avec eux. Souvent les racketter pour prendre l'argent avec eux. Quand ils vont finir tout ça là, toi de Yopougon, tu te retrouves carrément, après qu'on t'a racketté, tu n'as plus rien dans la poche, tu te retrouves à Rivera 2 ou Rivera 3. Après un certain moment, on a vu le ciblage. En ce moment, il y avait un journal qu'on appelait Tassouma. Ils ont commencé à tuer les journalistes qui ne partageaient pas les mêmes opinions que eux. Je parle du régime de Bédié. Et après cela, on va voir, sous l'ère de Bédié, il y avait une carte d'identité qu'on appelait la carte d'identité verte. Chers frères. J'ai vu ça dans la main de Matalon. Voilà. Cette carte d'identité-là, quand tu étais nordiste, que tu la faisais, vers la fin du régime de Laurent de M. Gbagbo, de M. Bédié, c'est-à-dire à partir des années 98, 97, 98, si tu étais à consonant nordique, ils vont bel et bien produire la carte. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la carte, ils vont retarder au maximum. Et si tu as fait ta demande et que tu habites par exemple à Yopougon, ta carte, ils vont aller la déposer peut-être à Bobo ou bien quelque part peut-être à Dabou. Et toi, ils vont te dire, mais la carte a été faite, la carte est au point de livraison. Tu n'auras jamais ta carte. Parce qu'en ce moment, on retirait les cartes d'identité à la préfecture de police. Et tout ça, est-ce qu'on peut faire ça à une population? Et puis, c'est des êtres vivants. Et puis, ils seront contents. Et puis, on est en train de vous humilier. Et puis, ils vont applaudir qu'ils sont contents. Et chers frères, sans oublier les propos de haine. Les propos de haine étaient devenus légaux. Dans ça, on reste. Zasso, l'inconscient, l'instable mental et l'inculte qui ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Non, ne me coupez pas. Je suis en train de rentrer dans quelque chose. Vous allez poser votre question après. Parce que si vous ne suivez pas la transition que je veux faire, vous n'allez pas comprendre. Non, je vous écoute. Vas-y. Parce que les gens veulent venir réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire comme pour nous tromper. Et c'est à ça qu'il ne faut pas prêter le flanc. Il faut que les choses se disent comme elles se sont passées. Et il faut que chacun puisse accepter sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, les criminels, les haineux veulent réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et nous ne l'accepterons jamais. Et donc, on reste dans ce contexte. Les gens sont torturés.
Mais il y avait une crise économique qui était là. Et les gens ont commencé à dire, Bédié, ça ne va pas faire quelque chose. Bédié leur dit, à la veille de son coup d'État, il leur dit, si vous voulez aller planter des tomates et faites des jardins de culture devant vos portes. Tout ce que j'ai dit là, si c'est faux, il faut prendre le temps de vérifier. Ça est sur audio, tu prends tout. Et puis tu vérifies après. Il faut donner ça à des gens qui connaissent. Et puis tu demandes, voilà. Quand il a dit ça, le lendemain, ils ont fait coup d'État. Mais avant ça, Bédié a bloqué l'argent des militaires qui sont allés dans les forces de l'ONU en Centrafrique. Et ce sont ces militaires-là, on les appelait les zinzins et les baïfouets. En réaction à la demande de ces jeunes gens, ils ont fait un mouvement qui s'est transformé en coup d'État et qui a conduit Bédié à quitter. Donc, quand Zasso dit aux gens que le coup d'État lui condamne, c'est trop facile de vouloir jouer les saints. Et il veut donner une impression que lui, il est bien et que lui, il est républicain légaliste. Mais quand le président, vous pensez que le soldat réfléchit de la même manière que le civil? Vous pensez qu'un soldat, tu lui as volé son argent, lui, il sait que son moyen d'expression, là, c'est la violence, là. Vous pensez que lui va réagir comme un civil pour dire je laisse à Dieu? Non. Donc, Bédié a créé, voilà, la force de l'Afrique s'appelait la MISAB en Centrafrique. Bédié a créé toutes les conditions. Il a divisé le peuple de la Côte d'Ivoire. Il a créé une instabilité économique. Et il a créé aussi de la division au sein de l'armée en volant l'argent. Je suis en train de dire ça. Si c'est faux, il n'a qu'à les poser plainte contre moi. Ça est là, tout le monde sait. Et ça a réveillé ces militaires-là. Et quand ils ont fait le coup d'État a réussi. Et quand le coup d'État a été fait, normalement, petit frère, écoute, tu es mon enfant même, mais on va dire petit frère, ça fait rien. Quand le coup d'État a été fait là, il y avait les Ibé, il y avait les Zagazaga, Djerasuba, il s'appelait Djerasuba Oumar et autres. C'est eux qui étaient les têtes du coup d'État. Mais c'est Ibé que beaucoup d'hommes connaissent. Quand le coup d'État est fini, tellement, les gens avaient peur, tellement Bédié avait fatigué les gens du Nord. Les soldats qui étaient devant le coup d'État, qui étaient des jeunes du Nord, ils ont fait une réunion, ils disent, si nous on prend la tête de ce coup d'État-là, est-ce que ça ne sera pas mal vu comme si c'est une vengeance des gens du Nord? Comme ils étaient maltraités, si nous on prend devant le coup d'État là pour dire on est les dirigeants du coup d'État, est-ce que demain ça n'aura pas une mauvaise interprétation? Et donc, ils vont discuter, je suis en train de raccourcir certaines choses, et pour finir, ils vont aller chercher Guy Robert à Kabakouma, dans son village. Et ils vont lui dire, viens, nous on est venus pour faire le coup d'État. Voilà les raisons qui ont fait ça, tu n'ignores pas ça. Mais nous, on veut profiter de la situation. Pourquoi en Côte d'Ivoire, pour une bonne fois? Le problème de Ouattara, on a refusé à Ouattara de poser sa candidature à la présidentielle. On a refusé à Ouattara de poser sa candidature à la députation. Nous, on veut que pour une fois, toi en tant que militaire, tu joues les arbitres et tu mets tout le monde au même niveau. Tout le monde va participer. Et si Ouattara est fort là, on va connaître. S'il n'est pas fort aussi, on va le battre. Et puis ça va finir. Guy Robert a dit oui. Et c'est pourquoi il dit lui va venir balayer la maison. Guy Robert vient au pouvoir. Frère, quand on dit 2 semaines, c'est 14 jours. 2 semaines, c'est 14 jours. Le coup d'État de 1999, une semaine après le coup d'État, Laurent Gbagbo vient. Puisqu'il fallait former de toute façon un gouvernement de transition. Et Laurent Gbagbo va utiliser de la diversion. Sachant qu'il n'était pas bien positionné, voilà ce qu'il va faire. Et il faut bien écouter. Une semaine après le coup d'État, il fait une déclaration. Et ça, tout le monde peut s'en souvenir. Il dit, si c'est un coup d'État du RDR, on n'a qu'à lui dire. Quand on est dans un État fragile, où le problème identitaire avait été déjà creusé par Bédié, et que tu viens dire, si c'est un coup d'État RDR, ils n'ont qu'à vous dire, vous n'allez pas participer au gouvernement, ça veut dire quoi? Et donc, toi-même, tu dois... Voilà. Donc, toi-même, tu dois te faire ton jugement. Et tout ce que je dis là, je ne donne pas mon avis. Je suis en train de te raconter la vraie histoire de la Côte d'Ivoire.
Et si Zasso est un garçon avec des couilles bien qui... Zasso, si tu bandes correctement, viens me dire si ce que je dis c'est faux. Espèce de gros lâche. Je vous coupe pas la parole. Le jour que Zasso même a dit ces grossièrités, j'ai pas regardé totalement le direct, mais directement je l'ai bloqué. C'est sa page même. Il n'y a pas de problème. Et donc, ce que je suis en train de dire là, je lance le défi à tout le monde. Frère, tu m'entends très bien, non? Je lance le défi à tout le monde. Si ce que je dis est faux là, si tu te tais, c'est que tu es un indigne. Si tu te tais, c'est que tu es un lâche. Que ce soit aujourd'hui, ou demain, ou dans 1000 ans, je veux quelqu'un pour venir dire là, tu as menti. Et puis nous tous, on va ouvrir la vraie histoire de la Côte d'Ivoire et on va demander à tout le monde si chaque point que je suis en train de dire là, où il y a le faux là, non, quand on l'aider, et puis on va humilier l'éclaireur devant le monde entier. C'est de ça qu'il est question. Et donc, quand Laurent Gbagbo dit ça, mais la gente est un peu confuse. Ils se disent, ah, si on fait ça, c'est ce qui a fait qu'on avait eu peur. On ne voulait pas qu'on dise que c'est un coup d'état des gens du Nord. Mais puisque Laurent Gbagbo, c'est un manipulateur dans l'âme, il sait que si on fait une compétition directe, il n'aura pas le pouvoir. Il a donc trouvé utile de jouer sur le mental des gens en disant ceci. Puisqu'il avait compris la plus grande peur des militaires. Les militaires ne voulaient pas qu'on dise que c'est un coup d'état des gens du Nord. Et lui, ce qui a fait qu'ils sont allés prendre Guy Robert, c'est sur cette même faiblesse des militaires qui ont fait le coup d'état qu'il a joué. Et quand il a dit ça, les gens ont reformé le gouvernement. Et quand le gouvernement a été formé, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire pour que les gens viennent dire ici, l'éclaireur qui t'a parlé, c'est un menteur. Quand le gouvernement a été formé, Laurent Gbagbo, avec les personnes qu'il avait dans le gouvernement, va tout faire avec le temps, rentrer en contact avec Guy Robert, et ils vont former, selon eux, l'alliance des gens de l'Ouest, qu'ils appelaient les Western. Et cette alliance était basée sur quoi? Cette alliance disait que le pouvoir doit rester avec les gens de l'Ouest. Et que quelles que soient les conditions, lui, Laurent Gbagbo, il est prêt à accepter que le général Guy Robert soit président. Et lui va être premier ministre. Mais il faut que le pouvoir reste là. Mais pour que le pouvoir reste, ceux qui ont mis Guy au pouvoir là, si Guy ne s'arrange pas à les éliminer physiquement, ces gens-là, ils vont finir par le tuer quand ils vont savoir qu'il va vouloir dévier. Cher petit frère, tu sais ce qui s'est passé? Dès qu'on a dit ça, chaque matin quand on se réveille, il y a un nouveau coup d'état. Coup d'état de la cabine téléphonique, coup d'état du cheval blanc, coup d'état de Satama Sokura. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Ils inventaient des coups d'état. On dit non, il y a quelqu'un qui a appelé à une cabine téléphonique, c'est un coup d'état. Ils ont profité pour commencer à massacrer les soldats qui viennent du Nord. Et tous ceux, la majorité de ceux qui ont fait le coup d'état, rares sont ceux qui ont échappé. Et les quelques rares qui ont pu échapper, comme les Ibé, ont rendu leur vie et leur salut grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc, au fil des coups d'état imaginaires qu'ils vont faire, ils vont donc affaiblir tous ceux qui les faisaient peur dans l'armée en tuant ou bien en vraiment les éloignant radicalement. C'est ce qui va faire que les survivants vont donc se disperser dans le monde. D'autres sont allés au Togo, d'autres sont allés au Bénin, d'autres sont allés au Mali, d'autres sont où Ibema était au Canada et Ibema a fui le Canada puisqu'il était attaché militaire là-bas. Et donc, après un certain moment, au fur et à mesure que la transition augmente et que les choses vont, Guy Robert a commencé à changer de langage. Guy Robert qui avait dit que lui, il allait venir pour balayer la maison, il dit maintenant que lui, il est l'homme du peuple. Il reste dans ça, il met sa candidature. Et dans le contexte, ils ont refusé la candidature de Ouattara, ils ont refusé la candidature de Bédié. Celui qui a éliminé cette candidature s'appelle Tia Koné. Mais ce monsieur-là, avant de mourir, lui-même, il a dit, la vidéo est là-bas, il dit vraiment qu'ils ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils ont menti.
Et pendant ce temps-là, Laurent Gbagbo et Simone Eivé, que tu connais là, vont demander à Gueye de changer la constitution. Et qui n'ont qu'à écrire. Et qui n'ont qu'à mettre dans la constitution que quelqu'un qui a une femme blanche ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. Tellement la haine était là. Tu as entendu parler du et du ou, non? Oui. Le et le ou là, c'est-à-dire de père et de mère ivoirien, ou bien de père ou de mère ivoirien. Mais eux-mêmes, ils disent que tout ça même, c'est long même. On n'a qu'à écrire que quelqu'un qui a femme blanche là. Comme Ouattara, la femme blanche là, on n'a qu'à mettre ça dedans et puis il ne sera pas candidat. Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, que la constitution qui a été écrite en 2019 là, c'était fait contre Ouattara. Lui-même, il a dit ça. Parce que c'est son travail. Et donc, les faits historiques là sont là. Je n'ai même pas encore donné mon appréciation. Je suis en train de dire la vérité de ce qui s'est passé. Et des gens malhonnêtes comme les assos, c'est tout ça, ils veulent cacher. Et donc, on reste dans ce contexte. Ouattara est éliminé. Bédié est éliminé. Ils vont à ces élections. Quand ils font les élections, on les regarde faire. Quand ils font les élections, chers frères, c'est le parti socialiste qui était au pouvoir. Or, tu sais que Gbagbo dit que lui, il est socialiste. Tu sais aussi que les Blancs, quel que soit le contexte, on appelle ça le formalisme politique ou bien le politiquement correct. Les gens n'aiment pas voir les gens en armes comme chef d'État. C'est pas parce que tu peux être très bon, mais les gens n'aiment pas ça, c'est un principe. Et donc, quand ils sont allés aux élections, Laurent Gbagbo avait déjà préparé ses hommes et ils avaient déjà balisé le terrain. Dès qu'on dit que les élections sont faites et que les résultats étaient donnés, on n'a même pas fini de dépouiller. On n'a même pas fini de dépouiller. Laurent Gbagbo sort pour se proclamer vainqueur. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Oui, je vous écoute. On n'a même pas encore fini de... En fait, Laurent Gbagbo a toujours été un voleur dans sa vie. Il sort, et si tu t'en vas regarder, il y a une vidéo où il a téléphone. Il est en train de parler. Si. On a une page là. Si tu vas sur la page, regarde ce que Zasso a écrit. J'ai ça. Okay. Je suis à votre direct. Voilà. Zasso a écrit sur cette page-là, cette vidéo où Laurent Gbagbo est en pleine séance de vol d'élection. Zasso a écrit que Laurent Gbagbo a défait ou bien chassé Gueye Robert du pouvoir. Tellement Zasso est extrémiste et tellement c'est un gore. Lui qui dit que lui, il est RHDP aujourd'hui. Lui, il dit que non, ce que Laurent Gbagbo a fait est bien. Le titre, ça est là. Maintenant, quand les élections ont été faites, Gueye Robert dit, recomptons les voix. Ça ne te dit pas quelque chose? En 2000, Même en 2011, c'est pareil. Voilà. Dans la vie, là, ce que tu fais aux autres, c'est la même chose qui va t'arriver. En 2000, lorsque Gueye Robert avait demandé de recompter les voix, là, si lui, Gbagbo, était démocrate ou même véridique, là, pourquoi il n'a pas recompté les voix? Voilà la première question qu'on leur pose. Est-ce que dans la vie, ce que tu sèmes, tu n'es pas obligé de récolter? Et c'est pourquoi on est en train de dire aux haineux et aux xénophobes, si vous voulez reprendre les mêmes tueries, les mêmes stigmatisations des gens du Nord, vous allez resubir les mêmes conséquences. Parce que dans cette vie-là, ce que tu sèmes, tu récoltes. Et donc, ils refusent. Et avec l'appui des Français socialistes à l'époque, ils vont dire à Gueye de dégager. Mais Gueye n'a pas autre choix. Gueye dégage. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Et lorsqu'il prend le pouvoir, le même soir à 14 h sur la RTI, il dit ceci. Je demande à toutes les forces régulières de l'État de la Côte d'Ivoire de lutter par tous les moyens possibles pour mettre fin aux troubles en Côte d'Ivoire. Quand il dit à un soldat armé dans un contexte de violence d'utiliser tous les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire qu'il faut tuer pour que la tranquillité revienne. Et qu'est-ce que... Il faut encore que ces forces-là puissent définir ce qu'ils ont compris par cela. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, le résultat, le lendemain, il y a eu des charniers dans la forêt à Yopougon. Et ces charniers-là se sont passés en majorité dans le quartier PK18. Ouais, j'ai un grand frère même qui avait pris grain même vers Andokwa. Ok. Et qui était dans voilà, c'est-à-dire, voilà, Andokwa, PK18, il y a un truc qui s'appelle Gros Trou, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Voilà, plaque, voilà, plaque 1, plaque 2, voilà, plaque 1, plaque 2, Gros Trou, pour aller là.
C'est là-bas ils ont sélectionné la majorité de ces personnes. Et sur la base de ce que ces personnes ont tous les noms des gens du Nord. Que tu sois étranger ou pas, que tu sois ivoirien ou pas, les gens ont été pris et systématiquement assassinés. Et pourquoi nous disons ça? C'est le RDS seul qui s'est plaint. Et toutes les familles qui se sont plaintes sont des familles des gens du Nord. Voilà comment on sait. Il n'y a pas de famille d'une autre ethnie qui s'est plaint qu'ils ont perdu leurs enfants. Et ça, comment on appelle ça? C'est pas du ciblage ethnique. Et celui qui a fait ça s'appelait Bepan. Et lui-même, Laurent Gbagbo va le blanchir. Mais en mourant, lui-même, il a reconnu qu'ils ont fait du mal. Bepan, avant de mourir, a reconnu que c'est du ciblage ethnique qu'ils ont fait. On reste dans ce contexte. Laurent Gbagbo, voyant que son pouvoir ne tient pas et qu'il a besoin d'appui diplomatique et appui extérieur, il organise le forum de la réconciliation. Mais si tu organises un forum, c'est Sédou Eliman Diarra qui dirigeait. Et qu'on te donne le rapport, avec les vraies vérités, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques. Mais allez demander à Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui où on est là, qu'est-ce qu'il a fait des rapports de la commission Vérité et Réconciliation qui lui a été remise? Frère, les choses sont devenues encore plus pires. Sachant qu'il ne veut pas pouvoir diriger le pays, son ministre des Affaires, son ministre de l'Intérieur d'alors, Boga Doudou, va recevoir des coups de fil du Burkina. Ils vont dire à Boga Doudou, vous avez des jeunes militaires ici chez nous. Et ces jeunes militaires-là, c'est pas bon qu'ils soient dans la nature. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver des mécanismes pour négocier avec eux pour qu'ils rentrent dans votre pays? Puisque avant ça, il y avait un deal entre Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo qu'il ne veut jamais reconnaître. C'est que avant, quand Laurent Gbagbo était dans l'opposition, avant qu'il ne parte avec le passeport burkinabé en France, chaque fin de mois, le régime de Blaise Compaoré lui donnait 20 millions de francs CFA jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Et en retour, Laurent Gbagbo devrait leur favoriser l'accès au port de San Pedro et puis naturaliser les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, quand ils ont commencé à appeler Boga Doudou pour dire trouver une solution au problème des jeunes militaires, Laurent Gbagbo veut jouer les grands dos. Et il dit comme ça que lui reconnaît le deal qui était entre lui et Blaise Compaoré, mais que lui ne va pas vendre la Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas vendre la Côte d'Ivoire, mais pourquoi tu as pris son argent pour bouffer? Tu as déjà vendu la Côte d'Ivoire. Tu as déjà vendu la Côte d'Ivoire. Il ne fallait pas prendre l'argent. Quand tu es garçon là, tu es garçon en tout temps et en tout lieu. Donc, voilà le premier problème. Donc, pour lui, quand les Burkinabés ont dit qu'il y a des militaires là, lui, il a pensé que c'était du chantage que les Burkinabés voulaient lui faire. Et donc, lui, il ne va pas céder. Et donc, il saute sur ça. Dans un premier temps, quand il a vu vraiment que Boga Doudou lui a forcé la main, il dit prenons au sérieux, essayons de regarder l'affaire et puis discutons. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit bon, comme c'est comme ça, faites rentrer au moins un premier groupe de jeunes militaires qui vont rentrer et on va voir comment les choses vont se passer. Et tu sais ce qui est arrivé au 8 là? Ils ont tous été massacrés. Ils ont tous été massacrés. Allez me demander s'il y a un jeune de la région des Assauts dedans. Allez me demander s'il y a des jeunes d'une autre région là-dedans. Et si ce n'est qu'à cause de leur appartenance au nord de la Côte d'Ivoire, pourquoi les a-t-on massacrés? Est-ce qu'ils ne sont pas ivoiriens? Est-ce qu'ils ne méritent pas de vivre dans leur pays? Quels crimes ils ont commis? Et donc, ceux qui vont s'amuser, Zasso, tu es un bâtard de la pire espèce. Tu sais ce que tu rêvais en nous? Mais on va te corriger pour enlever ta malhonnêteté et ta bêtise dans ton esprit. Et donc, chers frères, si les 8 qui sont venus, eux, ils ont été massacrés, c'est les autres qui vont revenir? C'est à partir de cet instant que les jeunes gens se sont dit, il n'y a plus de choix. On ne va pas trouver d'option pour discuter.
De la même manière que Ouattara est en train de les laisser rentrer aujourd'hui là. Sous le régime de Laurent Gbagbo, il massacrait les fils du Nord. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand tu n'as plus le choix de rentrer par la discussion politique, par la négociation diplomatique et par le compromis dans ton pays, quelle est la voie qui te reste? Alors que tu es militaire, quelle est la voie qui te reste? C'est ces erreurs-là qui les ont trompés. Si c'était des civils, ils vont laisser pouvoir à Dieu parce que ça c'est une lâcheté. Mais les militaires qui savent manipuler les armes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de détails que je sais que je ne vais pas dire au grand public ici. Je vais rester dans les détails officiels. Mais les gens ont commencé à s'apprêter. Les gens ont commencé à s'apprêter. Et ce que Zasso dit, les gens du Nord ont apprécié la rébellion. On a apprécié la rébellion et on a applaudi la rébellion. Allez dire ça dans tout le Nord et partout en Côte d'Ivoire. Que Éclaireur dit, que les gens du Nord disent qu'ils ont apprécié la rébellion. On a apprécié la rébellion. Mais pourquoi? Parce que pour nous, la rébellion venait mettre fin à une injustice des fils du Nord. Est-ce que tu me comprends très bien? Okay. Mais avant cela, tout le monde même priait pour qu'on trouve une situation pour mettre fin. On trouve une solution pour mettre fin à cette situation. Mais petit frère, un matin, toi, tu te réveilles. Tu vois des milliers d'hommes surarmés dans ta zone. Tu fais comment? Tu vas dire non, toi, tu n'es pas avec eux. Non, parce que toi, tu es trop suicidaire. Tu dis non, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis... Mais on était obligé même d'être avec eux. Même si demain, ça se répète, tu te réveilles le matin, ta ville est entourée d'hommes non identifiés qui sont en armes. Mon frère, la première chose qu'on va faire là, on va dire on est avec eux. On va être avec eux pour sauver nos vies. Et donc, la rébellion là, quand on s'est réveillé là, de la manière coup d'État a surpris tout le monde à Abidjan là, c'est comme ça aussi, tout le pays a été pris. Et donc, nous, on n'est pas suicidaires pour venir dire, ouais, nous, on est là, mais nous, on s'en fout. Nous, on ne va pas être avec vous. Ça, c'est parce que tu as une arme. Nous, on n'avait pas d'arme. Et donc, les populations se sont réveillées avec des gens lourdement armés qui avaient envahi le pays. Pour sauver nos vies, les gens ont observé la situation. Mais petit frère, moi, j'ai été témoin oculaire de tout ce que je t'ai dit. Hein. Quand on dit témoin oculaire, ça veut dire que j'étais là-bas. Et même, j'ai été plus que témoin oculaire. Mais ce que je veux dire, les gens prennent le temps de regarder, mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens armés là, ils ne s'attaquent pas aux populations. Ils n'insultent pas les gens. Ils ne parlent même pas avec les civils. Quand les civils sont dans un coin, ils leur disent de quitter. Quand eux veulent passer, ils disent aux civils de quitter. Et frère, je vais te dire, si les civils ne quittent pas là, ces gens-là, ils retournent. Ah, mais les gens se sont dit, mais c'est qu'on ne comprend plus rien. Comment on nous dit que c'est des gens qui sont venus attaquer un pays, mais en même temps, ils ne s'attaquent pas aux civils. Et donc, les gens ont pris le temps de chercher à comprendre. Et c'est là, on n'avait pas encore vu la tête de la rébellion. Mais, après un certain temps, les gens ont commencé à mettre les femmes, pour te dire que le Nord a tellement aimé la rébellion là, Zasso, nos mamans mettaient l'eau sur la route. Et puis quand les soldats là passaient là, on leur disait guerrier, guerrier, guerrier. Et puis ils viennent boire l'eau. Tu peux faire ça et puis tu dis que tu n'as pas aimé la rébellion là. Nous on a aimé. Comme de la manière on met beurre dans le pain là, c'est comme ça on a aimé. Et donc nos mamans, nos frères mettaient l'eau sur la route. Les soldats qu'on appelait guerriers parce qu'on ne les connaissait pas. Et puis ils venaient boire l'eau là. Tu as une fois vu un peuple qui est dans la rébellion et puis il donne l'eau à rebelle? Et donc là, ça c'est déjà un signe pour dire que ces rebelles-là, ils n'étaient pas venus pour commettre des exactions. Et quand ils ont pris la parole pour la première fois, chers frères, ce que je te dis, il faut bien écouter. Hein? Oui, je vous écoute. La première réunion qu'ils vont faire, c'est Mohamed Ibn Chambas qui est venu. Les gens parlent de beaucoup de choses, ils ne savent pas. Zasso, tu es un ignorant de tout. Et moi là, si je ne me présente pas, je sais pourquoi. La nuit où on devait faire la première réunion, Chérif Ousmane qui est vivant là, si je mens sur lui,
que Dieu fasse périr mon âme en enfer. Et que dans ma vie, là, tout ce que je cherche, là, que Dieu fasse que je n'ai pas. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais la nuit où on devait faire la réunion, là, où vous avez vu Shérif sur TV5, sa main cassée, là. Cette nuit-là, Shérif était avec moi. Et on a discuté. Et Shérif me disait comme ça. Comment on va faire pour trouver des gens pour aller à la réunion demain avec Mohamed Ibn Chambas? Parce que le Nigeria veut nous bombarder avec leurs Alpha Jets. Parce que Gbagbo a dit que ce sont des mercenaires qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, je vais sauter les détails pour aller rapidement. Et donc, toujours est-il qu'on en arrive à des négociations. Ainsi de suite. Mes chers frères, quand on a compris, après Lina Marcoussi, mais demande tous ceux qui vivaient, tous les nordistes qui vivaient dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ta vie ne t'appartenait pas. Chaque seconde que tu vivais était ta vie. C'est-à-dire que de la manière on est en train de parler là, chaque seconde qui passe là, si tu es vivant là, c'est ce qui est pour toi. Ils ont commencé à tuer, à abattre les gens, et les étrangers et les Ivoiriens du Nord. La femme de M. Laurent Gbagbo a créé les escadrons de la mort avec CKC Anselme. Ils ont commencé à tuer les gens. Et tous ceux qui étaient dans le sud savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre population qui s'est plainte? Il y a eu, comme dans toute guerre, des effets collatéraux. Parce que quand on tire balle là, ça ne demande pas. Mais quand on va dans les Djoulabougou pour tuer les Djoula, ça veut dire quoi? Quand on va dans les Djoulabougou ou bien chercher les étrangers à les tuer, ça veut dire quoi? C'est pas du ciblage ethnique ça? Et tout ça à cause de l'origine des gens. Et c'est pourquoi les gens du Nord ont soutenu la rébellion. On continue de soutenir la rébellion. Ça fait partie de notre histoire. Ça nous a permis de révéler notre dignité et de dire qu'on ne va jamais accepter le territoire de Katiola jusqu'à Bouangolo-Dougou, de Gbeleban jusqu'à la frontière est, pour aller à Doropo jusqu'à la frontière là. Si vous ne nous aimez pas, ça c'est le nord de la Côte d'Ivoire, vous mettez un mur. Et vous prenez le courage de dire que vous ne voulez pas vivre avec les gens du Nord, on divise le pays. Mais quand on leur dit ça, ils disent qu'ils ne veulent pas. Que c'est la terre là, ils veulent. Mais eux, ils ne veulent pas les gens du Nord. Mais tu as une fois vu Dieu créer une terre sans un peuple? Donc, nous, on va s'asseoir et vous allez faire de nous des engrais sur la terre de nos ancêtres. Éclaireur, excuse-moi, je voulais vous poser une question. Après, vous allez répondre sur ça. Les maisons, les terres les plus vieilles, si territoire ivoirien, genre comme mausolée de ponts, etc. J'aimerais vous rentrer dans le détail des jours en venir. Il n'y a pas de problème. Peut-être dans les jours à venir, je vais vous faire l'histoire pour vous expliquer beaucoup de choses. Et je vais vous donner tellement de détails de l'histoire que je vais vous expliquer pourquoi Samori a attaqué Kong. Je vais vous expliquer tous les détails. Merci. Okay. Parce que quand on dit vous n'êtes pas tant, parce que moi je sais que la Côte d'Ivoire, bon d'abord était en pays. Parce qu'on se dit ici tant, moi ici Sanogo, mais c'est que sous cela, ça vient de bon. Mais mes parents se sont allés s'installer à Odiné. Donc, et c'est direct quand on me dit tant, voilà pourquoi moi je dis avant d'être ivoirien, je suis Garassa, je suis au Dénéka. Parce que je suis venu trouver mes parents d'abord, ils n'étaient pas ivoiriens, mais ils étaient au Dénéka. Ok. Et donc, voilà. Vous voyez un peu comment le contexte s'est passé. Et donc, on reste dans cette situation. Et pour résumer la situation, pour revenir à ce que je disais, vous connaissez tout ce qui s'est passé. Je peux dire à partir de 2010, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, vous savez ça déjà. Et on se retrouve avec 3000 morts. Parce que Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir après avoir perdu des élections. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils diront, quand tu n'as pas perdu le pouvoir là, tu acceptes le verdict de la commission
qui doit déclarer les élections. Qu'est-ce que la CEI a dit? Et qu'est-ce que le certificateur de l'élection, M. Choi, est-ce que lui connaît la différence? Quand toi tu regardes les Chinois avec les Chinois, là, tu peux faire différence? Non, non, non. De la même manière que nous, on ne peut pas faire différence entre les Chinois, là. C'est comme ça, eux aussi, ils ne peuvent pas faire différence entre nous. Nous, on peut faire différence avec les Blancs. Mais nous, on ne peut pas. De la même manière que nous, on ne peut pas savoir c'est Yon qui est là, mais c'est Yang qui est là. Parce qu'ils ont des noms bizarres, là. C'est comme ça, eux aussi, ils ne savent pas qui est Koudou, qui est Yao, qui est Kone. Ou bien qui est Djarasuba, ou bien qui est Sanogo. Ce monsieur-là a quel intérêt à venir dire que toi, Laurent Gbagbo, qu'il a invité à venir mettre son cachet pour dire, si lui reconnaît, ce que lui va dire là, c'est le monde entier qui reconnaît ça. Mais lui, Laurent Gbagbo dit, lui, il ne reconnaît pas ça. Lui, il ne reconnaît pas ce que la CEI a dit. Lui, il ne reconnaît pas l'élection du monde. Le président le plus puissant du monde, Barack Obama, va l'appeler pour lui dire, frère, calme-toi, tu as perdu. Ce que tu vois là, c'est des gens intègres. Ils ne peuvent pas mentir. Quitte le pouvoir en tranquillité. Laurent Gbagbo dit, et ceux qui étaient dans le bunker l'ont dit, Simon lui a dit que si tu as des couilles, il faut quitter le... Si tu n'as pas de couilles, il faut quitter le pouvoir. Cette Simone-là, elle est auteure, complice, et celle-là même qui a conduit, elle est partie prenante là-dedans. Aujourd'hui, par rapport à la question que tu m'as posée, quand tu vois aujourd'hui, monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Diaby, venir dire qu'il fallait mater la rébellion, je crois que monsieur Diaby veut se faire plaire peut-être à quelqu'un. Sinon, ceux qui ont connu la rébellion et ceux qui ont connu le pourquoi de la rébellion ne peuvent pas dire que la rébellion était une mauvaise chose. Parce qu'elle a permis de remettre les pendules à l'heure. Maintenant, je ne peux pas dire que monsieur Diaby est en train de vendre son service ou bien peut-être qu'il a reçu. Je ne peux pas dire ça. Mais son langage là n'est pas clair en tout cas. Maintenant, s'il veut peut-être essayer de se faire une certaine, je ne sais quoi là, il peut le faire. Avec ou sans lui, les victimes seront défendues. Et donc ce qui est mieux pour lui, c'est de rester du bon côté de l'histoire. Ça c'est le conseil que je peux lui donner. Maintenant, Diaby, il a tellement mal parlé, mais la réponse de Simon dit beaucoup de choses. Quand elle dit initié, ça veut dire quoi? Ça veut dire si effectivement de la manière que tu dis qu'on ne vous a pas maté là, la prochaine fois quand moi je vais prendre le pouvoir là, je vais vous assassiner vous tous. Mais merci beaucoup Diaby, j'ai compris. Attends-moi, quand je vais prendre le pouvoir là, je vais exterminer ton peuple. Voilà comment moi j'ai perçu ce message là. Et donc, pour moi, pour résumer cette rencontre là, en tout cas, si Diaby a changé sa position, il doit savoir qu'il a donné raison à Simone pour que lorsque, si elle prend le pouvoir, elle va appliquer le nettoyage ethnique. Et là, il sera satisfait. Et je crois que pour la dignité et pour la dignité même des victimes, on ne doit pas être n'importe où, avec n'importe qui pour dire n'importe quoi. C'est ce que je peux vraiment dire. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez été... Ok. Je crois donc que le frère certainement a été satisfait. Et sa question était la bienvenue. Chers frères et sœurs, je vous dis merci. Si ce que j'ai dit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai transformé des faits, ou bien j'ai caché des faits pour chercher à avoir raison, je lance un défi à tous les Ivoiriens de quelque partie que ce soit, et surtout à Zasso, qui est une autre version de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de venir au grand jour me démontrer que ce que je dis est faux. Et Zasso, si tu es vraiment digne, je sais que tu n'auras plus le courage de m'affronter, fais une émission avec ce que j'ai dit pour montrer que je suis un menteur, un affabulateur et un homme qui vit dans le monde parallèle. Et le monde entier prendra le temps de vérifier ce que j'ai dit par rapport aux arguments que tu auras apportés. Mais Zasso, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et donc, tu vois combien de fois tu es faible et lamentable. Et donc, chers parents, chers Ivoiriens, ne laissez pas de vulgaires individus transformer vos douleurs pour vous moquer.
Ne laissez pas des individus perdus, aux âmes tordues, vous dire des paroles pour vous divertir. N'acceptez jamais que quelqu'un se moque de votre souffrance. N'acceptez jamais que quelqu'un se moque du sacrifice que vous avez payé. C'est sur le respect mutuel des difficultés de chacun et de chacune qu'on va bâtir une Côte d'Ivoire juste, égalitaire et sans discrimination. Et c'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui sont dans la haine, dans la discrimination, combattons-les radicalement. N'ayez pas honte. Ajoutez-vous à nous. Parce que le passé, il est douloureux. Il y a eu beaucoup de morts dans toutes les communautés. Et nous ne voulons plus revivre cela. Sauf si on nous impose la violence, on n'aura pas d'autre choix. Si on nous impose la violence, c'est avec grâce qu'on va assumer. Et c'est avec dignité qu'on va affronter notre destin. Mais notre premier choix sera le choix de la paix. Notre premier choix sera le choix de l'unité du peuple. Notre premier choix sera celui que les xénophobes, les haineux, puissent comprendre que eux là, ils n'ont pas le certificat de propriété de la Côte d'Ivoire. De la même manière que tu te considères comme Ivoirien là, tout le monde est très fier de se sentir Ivoirien comme ça. Et Zasso, quel est l'instrument de mesure que tu prends pour dire qu'il y a des fils du Nord qui sont dignes et d'autres ne sont pas dignes de son fils, des migrants, etc., etc. Quel est l'instrument de mesure que tu utilises? Utilises-tu les repères de l'histoire? Utilises-tu les bases de la sociologie humaine? Utilises-tu la réflexion pure et simple? Parce que tu es un inculte. Parce qu'il y a plusieurs manières de réfléchir. On peut réfléchir par l'absurde. On peut réfléchir par syllogisme. On peut réfléchir par la réflexion pure. Et donc, quel est le mécanisme que tu utilises pour venir t'amuser à parler de ce que tu ne sais pas? Tu ne connais rien de cette histoire-là. Tu te calmes. Les 60 gendarmes dont tu parles, je vais te dire la vérité. Les rebelles rentrent à Bouaké. L'armée française va les pousser de Yamoussoukro. Et on va les repousser. Ils vont venir se stationner à Tiébissou. L'armée française les repousse pour les amener à Bouaké. Et Tiébissou, jusqu'à Djebonoa, devient la zone verte où il ne faut pas combattre. La guerre a surpris tout le monde. Premier jour, les rebelles demandent que ce soit dans les camps, dans les casernes ou dans les commissariats de police ou de gendarmerie, à part la première nuit des combats, en tout cas la veille quand on s'est réveillé, ils ont demandé à toutes les unités de ne pas combattre parce que le rapport de force est très inégal. Effectivement, beaucoup de personnes, des corps habillés comme on le dit, ayant une bonne appréciation de la réalité, les rebelles vont leur permettre, eux et leur famille, de quitter la ville. Si tu ne combats pas, il n'y a pas de problème. Mais on veut quitter la ville, ils vont les laisser quitter la ville, il n'y a pas de problème. Zasso, les 60 gendarmes dont tu parles là, c'est le camp de gendarmerie à Aouniassou. C'est pas de ça que tu parles. Mais il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens. Ces gens-là, c'est au 3e jour. Si je mens, il faut demander aux chefs de guerre qui sont vivants. Officiellement, ces gens ont déposé les armes, puisqu'ils y vivaient avec leur famille. Ils n'ont pas été attaqués premier jour. Ils n'ont pas été attaqués deuxième jour. Jusqu'à 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce que tu oublies, le 3e jour, il y a eu le jeudi noir à Bouaké,
Allez demander à quiconque à Bouaké c'est quoi jeudi noir. Ils vont vous expliquer ce qui s'est passé là. Si tu as vécu ça en tant qu'homme, tu comprendras que c'est Dieu qui est le plus grand. Les 60 gendarmes dont tu parles là, ils ont passé par Tiebissouf, rentré par Sakassouf, venir sortir vers l'université qu'on appelait Tchelekro. Et ils sont venus en civil avec des armes. Et quand ils ont pu rentrer par les voies, les 60 gendarmes dont tu parles là, mais leurs familles vivent. Pourquoi ils ne se sont pas attaqués à leur famille? Où ils sont morts? Ils sont morts au front. C'est ce qu'il faut dire aussi aux gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo ayant pu faire infiltrer des personnes, ces gendarmes qui connaissent le terrain vont s'ajouter à eux et ils vont vouloir lancer les premières hostilités. Voilà la vérité aussi qu'il faut qu'on dise devant tout le monde. Et si l'éclaireur ment, s'il y a des gens ici, je vous prie à cause de Dieu, s'il y a des gens qui peuvent venir donner une autre version de l'histoire, qu'ils viennent la donner pour que les gens et le monde entier se rendent compte. Premier jour, on ne vous a rien fait. Vous avez négocié, vous avez déposé les armes. Deuxième jour, il n'y a rien eu. Mais quand vous avez eu des renforts d'Abidjan et que vous avez eu des armements, puisque c'est vous qui connaissez le terrain, vous vous êtes constitué en soldat sur le terrain pour aller faire un front pour combattre. Mais quand tu te fais faucher par la mort en tant que soldat sur le front, mais tu assumes ta responsabilité. Mais le plus intéressant dans l'histoire, que Zasso vient nous dire si les familles de ces personnes ont été attaquées. Et c'est là que vous comprendrez que ces gens-là sont morts sur le front. Ils sont morts au front. Puisqu'on ne va pas au front avec sa famille. Pourquoi leurs familles qui sont restées au camp commando, au camp des gendarmes là, eux n'ont pas été touchés? Et c'est là que vous découvrez toute la supercherie de ces gens-là. Et donc Zasso, ce que tu as dit là, voilà, je viens de déconstruire la vérité. Parce que toi, tu n'étais pas à Bouaké, mais moi, j'étais à Bouaké. Et j'ai tout vu et tout s'est passé devant moi. Et donc, je ne te parle pas en tant que quelqu'un qui est resté à Abidjan ou bien dans un monde parallèle. Je te parle en tant que témoin oculaire. Et donc, ce que tu as dit là, tu as menti. Vous voulez toujours transformer les faits pour vivre dans votre monde. Pourquoi on croit à vous? Mais cela ne peut pas transformer la réalité. Tant que des gens comme moi seront sur cette terre-là, on va toujours dire la vérité. Ce que j'ai dit, je donne les preuves. Je donne les preuves. Et les gens qui sont vivants, je cite les noms. J'ai cité le nom de Chérif Ousmane. S'il dit que c'est faux là, je vais lui donner. Chérif Ousmane, je vais lui donner des détails. Il va se souvenir de moi. Si Chérif Ousmane dit que ce que je lui ai dit c'est faux là, je vais lui dire bon. Je vais rentrer dans 1, 2, 3 détails. Lui-même va dire c'est bon. Lui-même il va dire c'est bon. C'est celui qui ment là, qui dit non, demain je vais donner preuve. Ce que je viens de te dire là, j'ai donné le nom des lieux, les mécanismes, comment ça s'est passé, avec des preuves que toute personne intelligente peut écouter et puis se dire vraiment, ce qu'on nous raconte, on nous a toujours menti. Vous avez menti que les rebelles égorgeaient les gens. C'est faux. C'était une séance des dozos. Ça s'est passé. Ça s'est passé au rond-point de la préfecture. C'est les dozos qui faisaient peut-être leur prestidigitation. Et c'est Bakary Djan qui, avec son groupe, ont essayé de mentir aux gens qu'on peut égorger un dozo et puis il ne va pas mourir, il va revenir à la vie. Il n'y a pas eu de gendarme égorgé. Cette séance dont vous parlez, que vous présentez que c'est un gendarme là, c'est faux. Puisque moi-même, je n'étais pas là-bas. Mais quelques jours après, quand la rébellion a commencé, les CD et les DVD étaient nouvellement arrivés en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui connaît Bouaké, on vit là-bas déjà. Tous les acteurs de ce truc, on les connaît. Mais celui que vous dites, il est mort là, nous on le connaît. Il partait manger chez l'os. Celui que vous dites qu'ils ont égorgé dans le film là, il partait manger au kiosque de l'os. Quand je vais dire ça, il y a beaucoup qui vont dire, ah, il partait manger au kiosque de l'os. Mais je ne vais plus rien dire pour ajouter sur ça. Donc, tu as une fois vu quelqu'un qui est mort, qui a été égorgé, et puis qui va vivre des années et des années, jusqu'à aller manger kiosque et puis prendre crédit. Jusqu'à prendre crédit de rognon. Frère, on sait beaucoup de choses, hein, il faut te calmer. Tu es bête comme un dindon, et moi, je suis venu pour t'éduquer. Et tout ce que j'ai dit là, je vais recouper cette partie. Pour que, et puis après quand je vais finir, je vais t'envoyer ça dans ton Messenger. Je vais couper et puis t'envoyer le lien dans ton Messenger. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas envoyé. Peut-être que les gens vont t'envoyer.
Mais la partie que je viens de dire là, comme pour toi la rébellion, c'est les 60 gendarmes qui sont morts là. Je t'ai expliqué. Maintenant, je vais t'envoyer ça dans ton Messenger la nuit là même. Et puis, je vais attendre ta réponse. Si tu es vraiment garçon, fais une émission et puis donne la réponse. Et puis, on va comparer les deux réponses. Le monde entier va comparer les deux réponses. Espèce de gros idiot. Et donc, chers parents, je suis très heureux. Et je dis au jeune frère qui a posé sa question, vraiment merci beaucoup. Et chère population, c'est à vous-même que je dis aussi merci. Allez partout. Levez vos têtes. Tous les Ivoiriens sont égaux. En droit et en devoir. Et n'ayez honte de personne. Et surtout, n'ayez pas honte de vos origines. Les gens du Nord, vos ancêtres viennent de l'empire du Manding, qui était l'empire l'empire qui a le plus duré en Afrique de l'Ouest. Allez le dire partout. L'empire qui a le plus duré, qui a fait 500 ans. Le seul empire africain, après l'empire égypto-nubien, qui a fait 500 ans d'existence, c'est une exception en Afrique, c'est vous. Et comment les enfants de ces personnes-là peuvent devenir des lâches? Comment les enfants de ces personnes-là peuvent baisser la tête aujourd'hui? Chers fils du Nord, chers enfants du Nord, chers Ivoiriens du Nord, vos ancêtres, s'ils vous regardaient aujourd'hui, ils auraient honte de vous. Ils ne se reconnaîtraient pas en vous. Soyez plus que fiers de vous-même. Soyez très heureux de vous-même. Et levez la tête pour dire que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis le 12e siècle. Là où Zasso, les ancêtres des Zasso sont venus au 16e siècle. Vous, vos ancêtres sont arrivés 400 ans avant les ancêtres des Zasso. Dites-lui ça clairement et sèchement. Et chers Ivoiriens du Nord, ne laissez plus quelqu'un vous inquiéter ou même vous effrayer. Ce combat-là, nos soldats l'ont déjà mené. Ce combat-là, le président Ouattara l'a déjà mené. Ne faisons pas du perpétuel recommencement. Quand tu mènes un combat, il faut gagner ce combat une fois et passer à autre chose. Je vous dis merci. Zasso, nous attendons ta part de vérité. Et tu vas venir déconstruire ce que l'éclaireur a dit devant le monde. C'est de ça qu'il est question. Et comme tu dis que je suis quelqu'un de manipulé, je te dirais qu'effectivement, ma manipulation, c'est le savoir que j'ai accumulé. Parce que j'ai pris suffisamment le temps. Contrairement à toi qui n'as même pas le BEPC régulièrement, moi j'ai pris le temps de faire correctement l'université. J'ai pris le temps de construire une vie. Et je suis fier de ma propre vie. Et toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis un exemple de réussite. Toute modestie mise à part, je suis un exemple de réussite. Par mon travail et ma détermination. Zasso, tellement j'ai fait école. Moi là, les Américains m'ont donné visa, talent spécial. Pour venir aux États-Unis. Moi, je n'ai pas cherché visa pour mentir. Ou même pour dire j'étais réfugié. Non, 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 non. Jamais de la vie. La seule chose qu'on m'a demandé, et ça étant en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon interview en anglais. Propre. Combien d'Ivoiriens peuvent être en Côte d'Ivoire faire leur interview en anglais? J'ai demandé. Ils veulent me parler en français. J'ai dit non, on va parler en anglais. Ils disent ah bon? J'ai dit yes. Propre, propre. J'ai déposé. Pour finir, la dame me dit, mais quand tu vas là-bas, tu vas faire quoi? J'ai dit, quand j'arriverai là-bas, je vais démontrer ce que je sais faire. Donc, je ne suis pas comme toi. Et nous ne sommes pas comme toi, qui a dû mentir, faire des faux papiers pour te retrouver en Suisse. Quelle honte! Et là encore, pour vivre sur le dos de l'aide sociale, c'est une honte. C'est une honte, c'est une humiliation. Un homme qui se respecte va préférer le fruit de son labeur. Chers frères Zasso, arrête de suivre les gens. Le piège lorsque tu confies ton destin aux politiciens, comme tu ne connais pas la politique, je vais te donner des livres politiques qu'il faut lire. Mais il y a un dicton qui dit comme ça, que les puissants de ce monde se souviennent très peu des engagements qu'ils prennent vis-à-vis du bas peuple.
Et toi-même, tu conviens que tu n'es rien dans la machine. Et donc, tout ce que tu suis là, les miettes qu'ils te donnent, ça ne va jamais te satisfaire. Mais ils t'utilisent pour atteindre un objectif. Et quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te vomissent dans la poubelle comme un vieux capote. Mais à la différence des hommes comme moi, je n'ai pas besoin de courir derrière un homme politique. J'impose un rapport de respect mutuel. J'impose un rapport de respect mutuel. Il faut demander à Adama Tounkara pourquoi il m'appelle général. Si tu connais l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Obré Oux, tu comprendras peut-être beaucoup de choses, mais comme tu es un vulgaire individu, tu ne sais pas. Et comme je ne peux pas me montrer, sinon j'allais te faire sortir certaines photos de moi, Obré Oux, tu comprendras que éclaireur là, il n'est pas né de la dernière pluie. Éclaireur là, quand il dit qu'il connaît quelque chose là, il connaît. Chers parents, faites-moi confiance, je vous jure par Dieu. Si c'était possible, j'allais vous mettre la photo et vous allez voir. Donc, quand le grand Adama Tounkara dit, il appelle éclaireur général là, il y a une raison. Zasso, toi qui as fait, c'est toi qui as parti payer bombe atomique pour que Ouattara vienne au pouvoir. Tellement tu as travaillé pour le RHDP et tout le RDR. Vraiment tu as travaillé. Vraiment tu as travaillé. Mais dis-nous quand toi tu es arrivé au RDR. Dis-nous quand tu es arrivé. Je ne parle pas du moment où tu as trahi. Tu es venu en 2007. En 2010 tu as trahi. Mais Zasso, moi qui te parle là, le RDR a été créé en juin 1994. Quand ça a été créé là, il fallait être garçon. Quand je dis garçon, il fallait être garçon pile. Quand on faisait les réunions de comité, même nos familles ne savaient pas. À cause de RDR, moi j'étais obligé d'avoir 2 planques à Boaké. J'avais loué une maison à la zone et j'avais loué une autre maison quelque part. À cause de RDR là. Tu penses que c'est le RDR qui a payé les loyers là? Et nos familles même nous ont dit, si vous voulez mourir, allez faire les réunions de RDR. Mais on a fait. Les mauvaises actions de Bédier là, sur mon genou là, tout est cicatrice. Parce qu'on a sauté d'étages les uns sur les autres. Quand Bédier a éliminé la candidature de Ouattara, nous on a fait ça. On a les séquelles sur nos corps. On a les séquelles à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a nos faits d'armes qu'on garde dans l'intérieur de nous-mêmes. Zasso, quand RDR là est né là, toi tu viens dire tel, mais toi tu as fait quoi plus que moi? Si tu veux qu'on rentre dans les faits. Nous, on prenait les rapports de séance des comités de base et des sections et on partait les remettre aux dirigeants du RDR main à main. On va à 21h à Abidjan. Et puis on revient le matin jusqu'à ce qu'on dise midi là tu as Boaké. Toi tu pouvais faire ça. Et donc à un moment ta fanfaronnade sur les réseaux sociaux, il faut l'arrêter. Zasso, tu n'as rien fait plus que quiconque. Que ce soit en sacrifice, que ce soit en action, que ce soit même en termes même d'apport, tu n'as rien apporté. Au contraire même. Comment tu peux dire que depuis que moi je suis dans le RDR jusqu'à RHDP aujourd'hui là, je n'ai jamais trahi un seul jour. Mais et toi qui es rentré en 2007 et puis en 2010 tu as trahi. Selon toi-même tu étais venu en mission. Et comme tu as fini ta mission pour infiltrer le RDR, tu retournes dans ta famille. C'est ce que tu as dit aux gens. C'est ce que tu as dit. La réalité est là. Frère Zasso, tu as un gros défaut. Et ça prouve que tu es enfantin. Quand on te parle là, il faut écouter. Et puis quand on te pose une question, quand tu essaies de partir partout pour ne rien dire là, tu montres que tu es un idiot. Tu montres que tu es un gros idiot. Quand on te pose une question en homme intelligent, tu cibles d'abord la réponse que tu veux donner. Et effectivement, si c'est une réponse qui doit aller avec des détails, tu essaies d'être le plus concis possible, mais avec autant d'arguments. Dans un débat intellectuel, on ne donne pas tout. En fonction de l'intérêt du moment, tu donnes certains détails et puis tu attends. Mais toi, quand on te pose une question,
C'est vrai que tu es un idiot, tu ne maîtrises rien. Tu penses que si on te donne 40 minutes pour parler de tout et de rien, c'est ce qui va te donner la vérité. Ça s'appelle le désordre mental. Ça veut dire que tu es désordonné mentalement. Je me demande même si tu as pu écrire une dissertation. Et effectivement, ce que Kokora disait, si tu as pu faire un texte de philosophie et un texte de dissertation, tu dois avoir un peu de cohérence. Mais ça te manque. Cher frère Zasso, je suis en train de t'étaler tes lacunes. Ça te manque, tu es dispersé. Quand on te pose une question, tu es comme un enfant de CM2, tu veux donner toutes les réponses parce que c'est ce que toi tu as appris qui est la vérité. Non. Quand tu arrives au secondaire, il y a ce qu'on appelle le sens du réflexionnement ou le sens critique. La capacité d'analyser les situations. À travers la philosophie, on fait des cours pour apprendre ça un peu. Mais tout ça, ça te manque. Même savoir faire sujet, dans un sujet, faire l'introduction, le développement et la conclusion, chez toi, tu te disperses, tu es là, tu parles de tout et de rien à la fois. Frère, des gens organisés comme moi mettent au pas des gens et des esprits dispersés comme toi. Et c'est pourquoi tu t'es fait humilier ici hier devant le monde. Et encore ce soir même, tu t'es retrouvé lamentable devant tout le monde et tu es en train de fuir les débats. Mais quand toi-même tu t'en vas chez toi à la maison et puis tu te regardes, est-ce que tu es fier de toi-même? Est-ce que tu es fier de ta vie? Est-ce que tu es fier même de la méthode avec laquelle tu emploies ton existence? Et donc c'est tout ça qu'il faut changer. Apprends à devenir un peu un homme intelligent. J'ai dit de devenir un peu intelligent. C'est vraiment très important. Ce n'est pas trop parler qui donne la vérité, mais c'est la capacité des arguments. Et tu as vu que j'ai ciblé. Pour toi, ce qui est rébellion là, je viens de te montrer que tu as menti. Les 60 personnes dont tu parles là, je t'ai dit en tant que témoin oculaire ce que j'ai vu, je t'ai dit ça. On fait comment maintenant? Tu as beaucoup à apprendre, cher frère. Et tu as vu que sur la plateforme, ce soir, je t'ai appelé mon garçon. Et oui, tu es mon garçon. Parce qu'au niveau de la connaissance, tu es zéro. Tu jouis d'une platitude déconcertante. Rien de positif en toi, en termes de connaissance. Et donc, quand tu es sur ta petite plateforme en train de gueuler, de chialer, de vociférer, il faut te contrôler dans ta parole. Dis ce que tu as à dire, ceux qui aiment vont t'écouter. Mais moi, sincèrement, si ce n'est pour ces 2 jours-là, je n'ai jamais plus le temps de te suivre parce qu'on ne peut rien retirer de bon en toi. Tu ne dis rien qu'on ne sache déjà. Et donc, chers parents, je vous dis merci. Restons déterminés, restons avec Dieu, restons avec la vérité. Toute chose finit par revenir à sa véritable nature. Et si le combat que nous menons, nous sommes sur la vérité, Dieu nous aidera. Et nous savons que nous sommes en train de faire le bien de l'humanité. Nous ne sommes l'ennemi de personne. Et nous cherchons la fraternité, le bon vivre en Côte d'Ivoire entre tous les peuples. Et un individu qui ne veut pas reconnaître ses erreurs est un individu qui ne sera jamais en progression mentale, encore moins morale. C'est malheureux pour toi si tu ne veux pas changer. Tu seras encore plus malheureux parce qu'aujourd'hui, le mythe qui était autour de toi, chaque jour ne fait que tomber. Partout où tu vas, tu es chassé comme un chien galeux. Parce que tout le monde a vu, comme on le dit, ton cul est complètement dehors. Et là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Cher frère, je te conseille, sois humble. Tu ne seras pas plus vaste que la terre. Replie tes ailes. Et puis, demande simplement, ça ne prendra que 4 secondes. Cher frère, je suis désolé profondément pour toutes les mésententes, mais je souhaite qu'on mette fin à cela. Je vous présente mes excuses, sincèrement, et c'est des choses qui ne vont plus jamais se répéter. Une fois que tu auras dit ça, tu vas voir que nous allons arrêter automatiquement ce que nous faisons. Mais tant que tu n'auras pas arrêté, tu me donnes l'occasion encore, durant une semaine, de continuer ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu n'avais pas insulté les gens du Nord,
on n'allait pas nous donner le droit aussi de réagir ainsi. Mais ça, on le fait pour dire aux autres xénophobes qui sont en Côte d'Ivoire ou bien partout. Si ce qu'on est en train de faire à Zasso, qui est avec nous là, si c'est ce qu'on lui réserve là, c'est que pour vous là, ça sera pire. Et donc, si vous n'êtes pas sûr, faites ou essayez. Faites ou bien essayez. Et vous allez voir de quoi chacun fait. Chers parents, chers Ivoiriens, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente nuit dans la paix et dans la grâce divine. Que Dieu nous permette de voir demain. Et je vous dis merci. Et je vous souhaite une excellente soirée.